le temps que vous puissiez vous installer, quelques mots pour dire que ce temps, cet après-midi, est une vraie chance sur deux plans. Le premier, c'est que d'abord, comme ça vient d'être dit en introduction, c'est un témoignage. Mais c'est un témoignage dans plusieurs sens. Le premier témoignage, c'est que la recherche urbaine existe. Ce que montreront les personnes qui vont dialoguer maintenant, c'est que cette recherche urbaine existe. Elle existe sur des thèmes importants qui n'ont pas été évidents à sélectionner non plus. Là, nous en avons retenu 3, il y aurait pu en avoir 20, puisque vous savez que le prix de thèse est organisé avec un prix principal et un prix spécial, un grand prix et un prix spécial. Donc on a sélectionné ces 3 thématiques autour à très grands traits, mais je laisserai après je les laisserai présenter plus en détail leur thèse, donc autour de la ville émergente, autour des nouvelles mobilités et autour de la planification des quartiers d'habitat précaire. 3 thématiques brûlantes en matière quand même intéressante, en matière de recherche urbaine. Donc intérêt de témoigner l'existence de cette recherche urbaine et aussi, c'est aussi le témoignage de la possibilité d'un dialogue entre chercheurs et entre acteurs. Que la recherche urbaine, c'est aussi ce dialogue-là entre praticiens et chercheurs. Et je trouve que ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir comment la recherche urbaine ne se fait pas en bocal, en vase clos, elle se fait aussi dans ce travail entre chercheurs et acteurs. Alors, c'est aussi un temps, bien sûr, on est très heureux qu'il puisse avoir lieu et on remercie encore l'École d'urbanisme de Paris de nous accueillir aujourd'hui, mais c'est un temps qui va permettre aussi à ces candidats et candidates au prix de thèse sur la ville, de rencontrer aussi les personnes, les membres du jury, et de révéler aussi la science en train de se faire, une partie de la science en train de se faire ou de la recherche en train de se faire. Voilà. Alors, peut-être je laisse donc on va peut-être les laisser dialoguer et les écouter avec intérêt. Peut-être on prendra aussi, donc pendant une vingtaine de minutes, on pourra peut-être prendre aussi un temps pour des questions par rapport à ces sujets qui ont été abordés de thèse. C'est l'occasion, nous avons des spécialistes de ces questions qui auront peut-être du plaisir à répondre à des questions que vous vous posez sur les différents sujets qu'ils vont aborder. Voilà, peut-être Florence Ménez, je vous laisse commencer cette table ronde. Alors, non, mais sinon on va s'échanger le micro. Voilà, donc Bénédicte Grosjean, vous avez une formation à l'origine d'ingénieur en architecte. Alors c'est aussi une particularité puisque vous avez fait vos études en Belgique où on peut être ingénieur en architecture. Donc ça, peut-être que vous pourrez aussi nous expliquer en 2 mots rapidement ce qu'il en est, parce que c'est vrai qu'en France, on est soit ingénieur, soit architecte, mais absolument pas les deux. Donc vous avez exercé dans un cabinet pendant 5 ans en libéral. Et la première question, enfin voilà, quand on regarde votre parcours, c'est pourquoi faire de la recherche en fait, hein, comment on passe d'une activité libérale à une activité de recherche. Oui, bonjour à tous. Comment on passe du libéral, donc peut-être oui, de la pratique de terrain à un besoin de recherche. Ben oui, un peu par nécessité, j'ai déjà utilisé ce mot de besoin. Il y a un moment, je crois, où vous évoquiez mes études. Donc c'est des études, on va dire, assez construites, assez structurantes, assez structurées. C'est une approche donc de l'architecture donc qui est inscrite dans l'école polytechnique. C'est pas une particularité belge. Il y a ça en Allemagne, en Italie, en Espagne. On peut être ingénieur en informatique, en électronique, en construction, en génie civil et aussi en architecture. Mais donc voilà, c'est une formation assez cadrante, je dirais. Et puis l'architecte avec qui je travaillais également était quelqu'un de très structuré, de très formateur, évidemment. Mais bon, il y a un moment où on se sent peut-être un peu formaté et voilà, il y avait un besoin de se construire. Pour moi, en tout cas, j'avais une envie d'autonomie intellectuelle. J'avais envie d'arriver à penser par moi-même, je ne sais pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça qui m'a amené à chercher autre chose, à partir aussi de ce que j'étais en train de faire. Et les questions qui se posaient, pour moi, étaient surtout autour des échelles urbaines. C'était les projets qui dépassaient la parcelle. Et donc voilà, j'ai cherché en fait une spécialisation en urbanisme qui m'attirait.
Et donc peut-être il y a aussi un peu de hasard, parce que je suis arrivée à Paris un peu par hasard. Il y avait un DEA à l'école d'architecture de Belleville qui s'appelait Projet urbain, théorie et dispositif. Et c'était tous des mots que je trouvais... il y avait projet dedans, mais il y avait aussi théorie, puis il y avait dispositif. Et voilà, je me suis adressée à ce DEA, mais un peu par hasard. Après, je dirais qu'il y a aussi une question il y a une nécessité au sens où je pense que pour la recherche, dans ces conditions-là, on porte un peu une question en soi. Il y a quelque chose qui nous titille, il y a quelque chose autour un peu de l'intuitif, évidemment, au départ, mais qu'on a envie de développer. Et je ne sais pas si je suis vraiment un chercheur au sens où je ne pourrais pas vraiment... je crois travailler sur n'importe quel sujet ou pouvoir tout problématiser, mais voilà, il y a des questions je pense, qui prennent aux tripes et du coup, on a envie de les approfondir. Et voilà, dans mon cas, c'était d'arriver à Paris et c'était la manière dont on parlait en France du périurbain et de tous ces territoires, périphérie, banlieue, etc. Il y avait une approche, il y avait des modèles qui me semblaient, voilà, c'est cette intuition dont je parlais, qui me semblait pas correspondre au type de territoire que je connaissais, que je pratiquais, que ma famille pratiquait, que tous les Belges, 90% des Belges pratiquent. Et en plus, en Belgique, j'ai remarqué qu'on utilisait les modèles de la France. Donc ils avaient en fait un autre territoire, mais ils parlaient aussi de banlieue, de périurbain, de périphérie, de zones de migrants alternants. Bon, c'est des autres mots, mais on réfléchissait aussi en Belgique dans des modèles géographiques radioconcentrés, on va dire. Donc voilà, c'est parti de cette observation. Voilà. Donc d'un besoin, je crois, de développer quelque chose d'intuitif. Donc, voilà, vous avez commencé à évoquer un peu vos travaux de thèse, donc qui revenaient à réinterroger finalement aussi cette notion de ville diffuse ou ville émergente, enfin tout ce vocabulaire cher aux urbanistes de la fin des années 90 pour décrire un petit peu autre chose qu'une ville dense, un peu historique en tout cas pour nos villes françaises. Donc qu'est-ce que vous avez apporté, notamment en termes à la fois de positionnement, de démarche de recherche, mais aussi de résultats sur le fond, parce qu'il y a, voilà, dans un travail de thèse, il y a souvent ces deux volets, à la fois sur la démarche théorique en elle-même et la méthode, mais aussi les résultats concrets sur les pratiques. Et je crois que voilà, vos recherches illustrent bien ces deux volets. Oui, merci de le remarquer, parce qu'effectivement, c'était important pour moi à la fois d'avancer effectivement sur le contenu. Donc il y avait des choses que je voulais préciser, mais sur lesquelles je voulais avancer dans les idées. Mais aussi, c'est vrai qu'en tant qu'architecte dans le milieu de la recherche, et donc je rejoins peut-être les réflexions qui ont déjà été faites sur le métier d'architecte, cette fois comme chercheur, j'avais l'idée qu'il y avait des outils peut-être particuliers de la forme qu'on acquiert en étant architecte et que ça pouvait peut-être apporter autre chose que ce que les historiens de l'urbanisme, que ce que les sociologues, les économistes, les techniques, etc. avaient déjà pu apporter sur ce territoire. Donc en termes d'apport, ou peut-être... Enfin, il y a quelques idées peut-être juste à développer. La première, c'était qu'il y avait une question à creuser sur les mots, sur les notions. Il y avait un flou sur justement émergent, ville générique. Il y avait Zwischenstadt, entre-ville. Il y avait l'hyperville. Il y avait donc la réurbanisation. Il y avait la ville diffuse. Tout ça a été utilisé un peu fourre-tout et l'un pour l'autre. Donc c'était un premier travail, c'était d'essayer de clarifier tout ça, et donc un travail comparatif sur les notions. Et après, il y avait cette hypothèse qui était de se dire, mais bon, le territoire belge, comment le qualifier, les mots qu'on a jusqu'ici ou les modèles qu'on utilise n'y correspondent pas très bien. Donc comment le décrire? Et donc c'est là que vient la question des outils, peut-être de l'architecte, de la description. Et donc cette hypothèse, je disais, qui était que peut-être c'était la città diffusa, cette notion développée en Italie, qui y correspondrait peut-être le mieux. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu tester. Et du coup, comme toujours, hein, quand on arrive au bout, la réponse est ni oui ni non, c'est ça dépend. Et dans ce cas-là, donc ça dépendait des échelles, ça dépendait des époques. Voilà, et on pouvait certainement pas répondre de manière générale. Une approche importante,
c'était que finalement, ce qui pouvait distinguer parmi ces termes demandait une approche dans le temps, une approche diachronique. Et du coup, il y a eu un travail qui a été produit pour comprendre les modes de formation de ces territoires. Et ça, je pense que c'était un décalage qui a bien servi. Dire que si on regarde juste les deux images, ça peut être du périurbain ou de la ville diffuse. Mais si on les regarde, comment ils ont été formés, comment ils se sont... c'est dans les processus de formation qui se distinguent, entre autres. Donc l'idée suivante, c'est la question des sources. Les sources, il a fallu les produire parce que pour rendre visible la production, le développement de ce type de territoire, on n'avait pas les documents. Donc il y a un travail un peu de fourmi dans les archives du cadastre, parcelle par parcelle, pour voir comment les maisons s'installent et tout ça. Et du coup, la dernière, peut-être dans les résultats, ce que ça a permis d'observer, eh ben, c'était que même si donc c'est toute une période que j'ai étudiée où en gros on disait l'ouvrier, enfin donc la future habitant peut construire là où il le souhaite, comme il le souhaite, c'était la doctrine dans cette période de l'histoire. Eh bien, on se rend compte qu'ils ne construisaient pas n'importe où, n'importe comment. Et donc, je pense que ça, c'était vraiment une découverte. Et donc, ce n'était pas nécessairement dispersé, ce n'était pas comme le pavillonnaire, ce n'était pas nécessairement les lotissements en raquettes. Il y avait des vraies qualités urbaines dans ce qui était produit par le pointillisme, par une approche tout à fait individuelle. Il y avait quand même des choses collectives, communes, qui se construisaient. Et voilà, c'est ça qui m'a le plus intéressée et sur lequel je continue à travailler aujourd'hui avec le bottom-up, du coup, plutôt dans les processus. Voilà, c'était la question aussi sur les poursuites déjà sur les poursuites que vous donnez à vos travaux, puis comment aussi aujourd'hui vous pouvez consacrer un peu de temps à la recherche, parce que c'est vrai que le temps en thèse est assez particulier, parce qu'on est quand même consacré principalement à cette activité de recherche. Par la suite, c'est souvent assez compliqué, mais voilà, comment vous arrivez à poursuivre ces travaux, comment aussi, quel regard aussi vous portez sur la recherche urbaine en France et éventuellement aussi en Belgique. Ça, c'est quand même des questions qui peuvent se poser aussi aujourd'hui en France sur la manière dont on peut faire encore aujourd'hui de la recherche dans nos domaines, dont les résultats des fois ne sont pas forcément aussi concrets ou aussi... il n'y a pas forcément des brevets à l'issue d'une recherche, mais pour autant cette recherche est utile. Oui, c'est vrai, vous évoquez la question du temps, et c'est assez primordial. Donc à la suite de la thèse, j'ai eu un poste, j'ai pu être titularisée dans une école d'architecture. Et c'est vrai qu'on a je me considère surtout enseignante aujourd'hui, plus que chercheur. J'adore ça me passionne, mais c'est vrai que trouver le temps de continuer, je pense qu'il faut quand même le signaler. En particulier dans le statut de maître assistant en école d'architecture, le nombre d'heures d'enseignement est important. Après, c'est vrai qu'il y a des opportunités qui viennent. Je pense que c'est une thèse qui avait plusieurs outils, plusieurs approches, et qui a permis d'explorer différentes thématiques après. Je pense en particulier on en parlait avec quelqu'un, monsieur Dupucat, question de la forme urbaine, ou de forme d'urbanisation plutôt, dans une recherche pour le PUCA qui était transversale sur plusieurs villes. C'était le POPSU à l'époque. Il y a un livre qui vient de sortir, on en parle d'ailleurs ce soir à la librairie Volume, sur les rapports entre le chemin de fer, parce que de cette ville diffuse belge, j'ai beaucoup travaillé sur le chemin de fer pour comprendre ce mode d'urbanisation. Donc j'exploite ça aujourd'hui pour regarder le RER autour de Bruxelles, par exemple. Et puis je disais finalement, la ville diffuse, pour moi, c'est devenu moins intéressant en termes de dispersion, de formes dispersées, que de processus. La manière dont ça se fait, dont ça se met petit à petit l'un à côté de l'autre, et qu'il y a quand même des cohérences qui se créent. Et donc voilà, par exemple, là, on a fait un colloque
il y a 6 mois aux grands ateliers de l'île d'Abo sur la manière d'enseigner le projet urbain aujourd'hui aux architectes. Et voilà, j'avais organisé une session autour d'un type de projet urbain qui se fait par immersion, qui se fait en co-construction, qui se fait par recyclage de matériaux du terrain. Enfin voilà, il y a toute une recherche, j'ai envie de parler de recherche quand même, il y a toute une recherche qui se fait dans les écoles par des enseignants, avec des étudiants, donc extrêmement exploratoire, expérimental, mais sur d'autres modes, donc avec des réflexions sur quand on n'a pas la propriété, mais seulement l'usage, enfin, voilà, tout ce mode de réflexion sur le collaboratif, etc., qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, mais évidemment de manière assez complémentaire avec d'autres disciplines, d'autres approches. Et qu'est-ce que vous... Ah oui, et la recherche aujourd'hui, la recherche urbaine, peut-être j'aurais envie de dire qu'on n'a peut-être pas assez d'architectes dans la recherche urbaine pour plein de raisons, parce que la recherche en architecture a encore toujours une question de statut à clarifier, peut-être aussi parce qu'on en parlait, il y a un métier, enfin on est formé, il y a presque un esprit corporatiste parfois dans les écoles, on est peu orienté vers la recherche. Bon, on essaye maintenant dans les écoles, il y a les séminaires d'initiation à la recherche, on développe, mais il y a quand même un courant majoritaire vers un métier. Après, je sais pas, c'est vraiment une intuition, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, je disais, autour de ces enseignants, par exemple, qui expérimentent des choses, ou je vois des collègues ou j'ai envie de dire la recherche se fait peut-être vraiment sur le terrain, la recherche plus exploratoire qu'on aurait aujourd'hui avec des agences, des collectifs qui innovent dans les modes de faire et je pense que c'est aussi notre rôle de suivre ça, de regarder ça et d'essayer de dégager des pratiques, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se faire, de le rattacher à des choses. Je pense à un lien qu'on peut faire, je trouve, avec Michel Callon, qui parle de recherche confinée, de recherche en plein air et les lieux hybrides qui peuvent se former entre les deux. Et, bon, il parle des sciences, il parle des OGM, il parle de tout à fait autre chose. Mais quand je lis cette approche-là entre recherche confinée et recherche de plein air, je pense que il y a vraiment des répercussions qui se font très fortement avec, je crois, ce qui concerne la recherche urbaine, d'associer ces deux approches, ces deux angles. D'accord, je ne sais pas si... Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup pour cet échange. Alors juste avant de... Juste avant donc, de passer la parole à Virginie Batelier et à Stéphanie Vincent pour nous parler de mobilité, peut-être Florence Ménez, comme il y a beaucoup dans le public d'étudiants, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que c'est que le CEREMA et non pas le CERTU, comme je vous ai présenté tout à l'heure? J'ai même pas prêté attention. Mais voilà, le CEREMA, donc c'est le centre d'expertise sur... alors attention... Le R, c'est... J'ai mes antisèches qui sont au deuxième rang. C'est le E, c'est environnement, mobilité, management. Le R, ça doit être réseau. Nécessairement, voilà. Donc le CEREMA est né en janvier 2014 de la fusion du CERTU avec d'autres services équivalents CERTU, donc le CETRA qui travaillait sur les routes et autoroutes, enfin tout ce qui est infrastructure, et le CETMEF qui était l'équivalent aussi du CERTU dans le domaine du maritime, des eaux et des forêts, et des CT qui étaient les centres d'études techniques de feu, le ministère de l'équipement, donc les bureaux d'études un petit peu du ministère de l'équipement qui est devenu en cours de route ministère du développement durable. Donc le CEREMA aujourd'hui c'est à peu près 3200 personnes réparties sur toute la France. On est passé établissement public, mais on travaille essentiellement encore pour les ministères, mais au service, en tout cas ce qui concerne ma direction, donc je suis à la direction technique territoire et ville, donc feu anciennement le CERTU, dans le département urbanisme. Et c'est vrai que nous, nos bénéficiaires directs sont quand même les collectivités,
ou leurs partenaires, donc notamment les aménageurs. On est, je crois qu'on doit être 150 à peu près, 200 peut-être à travailler sur les questions d'aménagement et d'habitat, ce qui fait quand même très très peu sur les 3200 où on reste quand même un ministère très centré sur les questions d'infrastructure, mais aussi de mobilité. Voilà. Et on accueille des étudiants. Ça peut vous intéresser, on accueille des étudiants en stage tous les ans, donc n'hésitez pas à faire passer vos candidatures. Merci bien. Donc des questions de mobilité aussi, et je laisse peut-être poursuivre Virginie Batelier. Alors, Stéphanie Vasson, vous avez un parcours de sociologue et vous vous intéressez aux questions de déplacement et d'usage depuis de nombreuses années. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à explorer dans le cadre de votre thèse la question des altermobilités à un moment où celle-ci était encore très marginale, du moins en France, notamment pour ce qui concernait le covoiturage, l'autopartage et les circulations douces dont on entendait assez peu parler? Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je suis sociologue de formation. Je suis même issue d'une sociologie qui n'est pas la sociologie urbaine, mais plutôt une sociologie de la consommation et des usages. Donc, si un des mots-clés aujourd'hui, c'est le hasard, ben, peut-être que je suis moi aussi arrivée par hasard sur les questions de mobilité et de ville. En même temps, je pense qu'on n'arrive pas complètement par hasard sur nos sujets de recherche. Je pense qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'intuition ou d'une question qu'on porte en soi, hein, pour reprendre ce que vous disiez sur nos objets de recherche. Et moi, la question qui, à l'époque, m'a amenée à travailler sur la mobilité, c'est qu'à l'époque, je vivais à Paris et pour moi, c'était vraiment une interrogation forte de comprendre comment on pouvait utiliser sa voiture dans Paris. Enfin, c'est une interrogation à la fois naïve et en même temps, je sentais bien qu'il y avait des choses en termes de comportements sociaux à essayer de travailler derrière. Et puis au fur et à mesure en fait, de la construction de mon sujet, je me suis plutôt intéressée à ce que j'ai appelé du coup les altermobilités, donc des modes de déplacement alternatifs qui effectivement était assez peu représenté. On en parlait relativement peu à l'époque. Mais justement parce que je me disais que dans ces comportements qui ne sont pas de l'ordre de la norme, on pouvait essayer d'aller chercher des clés de compréhension, voire des leviers d'action pour les politiques publiques et les politiques urbaines autour des mobilités alternatives. Alors, votre travail de thèse analyse les différents cheminements qui amènent les usagers à adopter de nouveaux comportements, et notamment dans le cadre des migrations pendulaires. Alors, quels sont les principaux enseignements que vous pouvez tirer de votre thèse et que vous pouvez nous traduire aujourd'hui? Alors évidemment, il y en a plusieurs, mais moi j'ai envie de me concentrer sur 2-3 éléments un peu clés. Il me semble la première chose que met en évidence ma thèse, et je pense que c'était aussi parce que j'ai eu une méthodologie un peu particulière ou originale à appliquer autour des mobilités, c'est que j'ai travaillé à partir d'une perspective biographique, donc en faisant raconter aux gens un peu toute leur vie autour des différentes mobilités qu'ils avaient pratiquées. Et je me suis finalement rendu compte que c'était riche d'enseignements pour comprendre les effets des biographies individuelles sur les usages, sur les ruptures, sur les changements, sur les continuités biographiques. Et je me suis notamment rendu compte que la plupart des changements d'usage sur les mobilités pendulaires, elles n'intervenaient pas à n'importe quel moment dans les parcours biographiques, mais qu'elles intervenaient vraiment dans des moments de rupture déjà préexistants dans les parcours des individus. Donc ça, c'est la première chose. Un deuxième élément qui est assez lié à cette méthode biographique que j'ai utilisée, c'est que je me suis aussi rendu compte de toute l'importance que pouvaient avoir les expériences de mobilité au cours de la vie.
parce que effectivement, toutes ces expériences, même quand elles ont lieu dans l'enfance, même de manière occasionnelle, elles vont structurer une manière de penser, une manière de se représenter certains modes de déplacement ou certaines expériences qui vont du coup être catégorisées de manière positive ou négative et qui vont aussi après structurer des comportements plus tard à l'âge adulte. Si je devais donner un seul exemple de terrain qui m'avait été rapporté, c'est une personne qui me racontait les expériences traumatisantes que constituait pour elle le ramassage scolaire quand elle était au collège et qui avait développé du coup une aversion extrêmement forte des transports en commun du fait de ces expériences-là qu'elle considérait elle comme un traumatisme. Donc je pense que voilà, cette dimension de socialisation, pour utiliser un gros mot de sociologue, donc d'apprentissage dans les expériences qui étaient très structurantes. Et puis le troisième élément sur ces altermobilités qui m'a pas mal questionnée aussi, parce que dans ma thèse, il y avait toute une réflexion autour du rapport à la norme en matière de mobilité. Effectivement, par rapport à la norme automobile, je m'étais demandé si cette norme automobile pouvait évoluer vers une norme de l'altermobilité et du coup, quelle forme pourrait prendre cette nouvelle norme. Et finalement, un des résultats clés, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre l'automobilité et les altermobilités, mais qu'au contraire, c'est bien plutôt en termes de complémentarité, d'ouverture des possibles, de multimodalité, comme on dit également, qu'il faut penser ces nouvelles mobilités urbaines. Merci. Donc votre doctorat a enrichi la réflexion sur l'évolution des normes sociales en matière de déplacement, mais je voudrais savoir aussi en quoi cela a pu aussi aider l'action notamment des collectivités qui sont engagées auprès des usagers pour renforcer ou aider au déploiement de ces altermobilités et d'une offre de transport différente qu'on voit éclore maintenant. C'est une bonne question. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que sûrement du fait de ce prix de thèse, j'ai beaucoup été sollicitée par des collectivités locales pour intervenir dans des conférences ou des colloques, et je pense que les idées que j'ai en partie développées dans ma thèse, mais qui étaient aussi cohérentes avec toute une série de réflexions qui sont arrivées au même moment, a permis de brainstormer et de réfléchir un peu à une autre manière de penser les mobilités urbaines, peut-être plus centrée justement sur les parcours individuels, sur les expériences urbaines. Oui, sur les aspects biographiques et moins finalement sur des aspects transport, plus sectorisés, etc. Donc vous avez obtenu le prix de thèse sur la ville en 2009. Et en quoi ce prix vous a-t-il aidé dans votre itinéraire professionnel ou pas ? Alors pour commencer, parce que c'était la discussion qu'on avait eue pour préparer cette séance, moi je fais partie de ce qu'on appelle les chercheurs précaires, n'est-ce pas ? Voilà, j'imagine que ce prix m'a beaucoup servi, puis je vais expliquer aussi pourquoi, mais c'est bien sûr pas un sésame dans un parcours académique les parcours académiques aujourd'hui sont de toute façon des parcours difficiles, donc voilà. Après, par rapport plus précisément aux apports de ce prix, moi j'en vois de plusieurs ordres. Le premier, c'est que très certainement, grâce au prix, j'ai été qualifiée en section 24 au CNU, ce qui à mon avis n'aurait pas nécessairement été le cas pour une sociologue qui s'intéresse aux questions des mobilités sans avoir obtenu le prix de l'apéro. C'est une question, mais moi j'imagine que c'est pas si évident. Je pense aussi que ce prix m'a ouvert
énormément de réseaux professionnels et académiques dans l'urbanisme, également au sein du ministère, du désormais feu CERTU et CEREMA, et puis par extension, hein, comme je le disais, auprès des collectivités locales. Je pense que c'est aussi un élément de reconnaissance plus largement sur des travaux de recherche. Et il y a, à mon avis, une dimension qui est très importante autour de cette reconnaissance, c'est la publication des travaux de thèse qui est associée au prix, parce qu'elle est extrêmement bien diffusée, hein, de nouveau, hein, dans les milieux opérationnels, dans les collectivités locales, etc. Et je pense que ça, c'est un outil très très fort de reconnaissance, tant dans le monde académique que dans le monde des praticiens de la ville. Alors, merci. Pour conclure, donc vous poursuivez vos travaux comme chercheur associé au laboratoire de sociologie de Lausanne et puis aussi au laboratoire des transports de Lyon à l'ENTPE. Je voulais savoir si vous avez des éléments à nous apporter sur certains groupes sociaux, comme les jeunes, par exemple, qui peuvent amener des modifications dans les usages en matière d'altermobilité. Alors effectivement, c'est des questions sur lesquelles on travaille actuellement au laboratoire d'économie des transports, puisqu'on mène une recherche sur l'hypothèse qu'il y aurait un changement générationnel en matière de mobilité urbaine, et notamment que les jeunes seraient moins attirés par la voiture, que ça les ferait moins rêver, à la fois de passer le permis de conduire, mais aussi d'utiliser la voiture au quotidien. Je pense que les résultats ne sont pas encore, il faut nuancer un petit peu, hein, c'est toujours pareil, c'est oui, mais pas toujours. Ce qui est assez clair, c'est que dans les zones très urbaines, parce que nous on travaille sur Lyon et Montréal, et dans les zones très urbaines, on voit ce mouvement important de décrochage par rapport à l'automobile, de moindre intérêt des jeunes. Après, il est très discriminé socialement, c'est-à-dire que les jeunes issus des milieux les plus populaires continuent quand même à rêver de la voiture, parce que pour eux, la voiture, ça reste un élément de statut social, de distinction sociale, mais aussi un élément de liberté dans la mobilité, parce que ces jeunes habitent des quartiers qui sont souvent moins centraux, moins bien desservis, qui passent beaucoup de temps à se déplacer autrement qu'en voiture, et donc pour eux, la voiture constitue encore un sésame important d'un point de vue social. Merci beaucoup. C'est l'occasion, vous avez évoqué aussi l'édition, l'importance de l'édition scientifique et aussi auprès des praticiens. C'est l'occasion pour moi aussi de dire que le PUCA réalise des 4 pages, dont certains sont peut-être disponibles à l'extérieur, présentant au moins pour cette année les résumés et les thèses qui ont été primées par le PUCA et l'apéro. Donc vous pourrez trouver à l'extérieur quelques-uns de ces 4 pages, sinon ils sont disponibles en ligne au format PDF pour les années précédentes. Voilà, alors on va changer maintenant d'univers urbain, il me semble, on va passer dans les villes du Sud, et je vous laisse, Patrice Aubertel et Benjamin, la parole. Oui, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme ingénieur. Vous avez une formation d'ingénieur, et un jour, vous avez décidé de présenter une thèse en sciences humaines sur la programmation des quartiers précaires à Kigali et à Douala. Ingénieur, c'est pas suffisant, c'est pas bien? Alors, d'abord, je suis pas tout à fait ingénieur parce que c'est difficile tellement de définir son profil. Ensuite, l'arrivée, je dirais que si je dois reprendre le terme de mes collègues, du hasard, je crois que c'est la question du hasard nécessaire, c'est peut-être le mot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive finalement à une thèse en s'interrogeant sur son parcours professionnel et en essayant de valoriser ce qui a déjà été fait et ce qu'on peut en tirer ou ce qu'on peut mettre de côté pour arriver à avoir une théorie ou une doctrine par rapport à son parcours professionnel.
Je dois dire que, pour revenir, puisqu'on est ici dans un lieu de formation, c'est vrai que je tiens à rendre hommage à Maurice Goz qui est ici présent. Les enseignants que j'ai eus dès le départ m'ont donné cette curiosité de toujours interroger la pratique et de toujours avoir un regard critique par rapport à l'action qu'on est en train de mener. Donc le parcours qui m'a mené à faire une thèse, finalement, c'est ce parcours-là qui en permanence a été de questionner une pratique et d'arriver à chaque fois à faire de la pratique, mais en même temps à essayer de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire en termes de théorie, on est acteur de quoi, on est victime de quoi, entre guillemets, on est manipulé par qui, par quoi, bien que quand on est dans le milieu professionnel, on ne le sache pas vraiment. Et moi, je vous avoue que depuis que j'ai commencé à travailler, donc j'ai vécu dans des pays africains, et quand je suis rentré à chaque fois, j'ai toujours eu le besoin de reprendre des études, de me re-questionner sur ce que j'avais vécu dans ces pays, parce qu'on assiste parfois à des événements, on dit souvent ces événements vous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Parfois c'est un petit peu ça quand on se retrouve sur le terrain face à des choses dont on n'est pas véritablement conscient ou qu'on n'arrive pas véritablement à maîtriser. Et donc l'idée de la thèse, c'était véritablement d'arriver à comprendre tout ça et à me questionner aussi par rapport au quartier précaire qui était quelque chose qui m'était cher et qui était pour moi une véritable question parce qu'on sait très bien que les bidonvilles, on aura 1 milliard d'habitants bientôt dans les bidonvilles, malgré tout ce qu'on essaie de faire. Et donc c'est véritablement un problème urbain et un problème urbain qui s'est posé notamment à Douala et à Kigali qui ont été mes 2 terrains de thèse. Vous avez commencé à répondre à ma deuxième question. Qui est quelle idée principale souhaiteriez-vous qu'on retienne de votre thèse sur les quartiers précaires à Kigali et à Douala? Vous avez parlé du 1 milliard ou 1,5 milliard de personnes qui vivront dans les bidonvilles. Est-ce que c'est cette idée ou plus précisément, qu'est-ce que ça serait pour vous? Non, alors justement, l'idée au départ, je dois dire que en étant un praticien, en arrivant justement sur le domaine de la recherche, ma première angoisse de chercheur a été de véritablement me poser la bonne question. Puisque quand vous êtes dans la pratique, vous avez une commande et vous répondez à la commande. Et donc, finalement, la question vous est posée et vous répondez à la question tant bien que mal en essayant de trouver une méthode. Dans le cadre de la recherche, c'est trouver le bon angle d'attaque, la bonne question pour répondre véritablement à cette question et faire progresser la recherche, faire progresser la connaissance sur un domaine. En tout cas, essayer, même s'il faut toujours être très modeste par rapport aux apports qu'on peut mener. Et donc, moi, par rapport à mes deux villes, Douala et Kigali, véritablement, la première question que j'avais comme praticien, c'était comment est-ce que je peux améliorer ma pratique dans ces quartiers précaires? Est-ce qu'il faudra en faire plus, étant donné que les chiffres étaient là, que les données sont là et qu'on voit que les villes du Sud grandissent avec des taux de croissance très très importants, que les densités sont très importantes et que l'idée c'était pour moi qu'est-ce qu'on peut faire. Et finalement, mon approche finale a été beaucoup plus modeste. Et ce que j'aimerais qu'on en retienne, c'est de dire qu'on peut avoir une lecture de la ville en Afrique qui est encore une ville africaine duale, c'est-à-dire entre cette ville moderne, ces centres historiques qui sont les lieux finalement qui absorbent l'essentiel de l'économie urbaine. Et on a des quartiers précaires qui sont à côté, à proximité, et qui méritent d'être considérés autrement que cette question de non moderne ou de informel, formel, qui méritent d'être considérés comme des lieux aussi où il y a j'utilisais la théorie de Manuel Castells, c'est-à-dire où il y a finalement un croisement des flux et des lieux, et qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe dans ces quartiers, et il y a à repenser ces quartiers précaires. Et je suis tout à fait heureux d'ailleurs de voir que les prix ultérieurs, dont le prix cette année encore, questionnent toujours ces usages des quartiers et cette façon de faire la ville par les habitants. Vous avez reçu le prix spécial en 2012 pour votre thèse. Et la question que je voulais vous poser, c'est en quoi est-ce que le fait d'avoir passé cette thèse et d'avoir le prix a influencé votre carrière professionnelle, et en quoi, plus précisément, ça a pu dynamiser peut-être votre carrière professionnelle? Alors d'abord, pour moi, ça a été un véritable dynamisateur dans le sens où
Je ne sais pas comment les autres ont vécu leur période post-thèse, mais je n'accoucherai jamais malheureusement, mais c'était un peu post-coitum animal triste, c'est-à-dire que j'ai quand même eu un petit peu de mal à m'en remettre, dans le sens où on donne beaucoup de soi-même pendant cette période et on est sur un sujet donné, et donc il a fallu pour moi tout un repositionnement professionnel. Donc le prix m'a aidé à réfléchir par rapport à ce positionnement professionnel. Et donc, je suis rentré à Paris à l'issue, parce que je travaillais à Lausanne à l'époque, à l'École Polytechnique Fédérale. Et donc, je suis rentré à Paris pour reprendre une vie dans un bureau d'études. Chose très difficile aussi, parce que quand on est en thèse, on a des horaires complètement fous et qu'il faut revenir au bureau avec des collègues qui ont des horaires normaux. Et donc, ça a été le premier pas. Et ensuite, ça m'a donné l'envie, mais je l'avais déjà, mais ça m'a donné l'envie de continuer ce que je faisais déjà, c'est-à-dire de faire de l'enseignement. Cette année, j'ai la chance d'arriver à l'École d'urbanisme de Paris comme enseignant associé pour un master en expertise internationale et de continuer aussi à donner, à faire du réseau, à faire du lien avec les gens, parce que je suis aussi, cette année, devenu président d'une association qui s'appelle ADP, qui est l'association des professionnels de la ville en développement, des villes en développement. Et donc, c'est l'idée de transmettre, de continuer à transmettre. Et c'est vrai que ce prix, je l'ai vécu comme une transmission, avec mon collègue Max Rousseau, qui doit être dans la salle peut-être, voilà, on le voit juste. et c'était véritablement une transmission, c'était quelque chose qui pour moi m'a aidé aussi à avancer et à continuer sur cette thèse, et aussi à continuer, en ce moment je suis en train de la réécrire une ultime fois pour la publier aussi, et donc c'est aussi cette volonté de passage. D'accord. La dernière question que je vais vous poser, c'est que vous avez parlé de votre association dont vous êtes le président, et je crois que vous préparez Habitat 3 qui doit se tenir en juin prochain à Quito. Et pouvez-vous nous dire, d'après vous, quels sont les deux enjeux principaux qui vont se poser pour les villes du Sud dans les années à venir? D'abord, avant Habitat 3, il y aura la COP21 à Paris, qui est quand même un événement sur lequel on se penche tous, et je sais que notamment l'Agence française de développement, nous dans les bureaux d'études, on travaille beaucoup sur ces questions de changement climatique, et ça veut dire aussi pour les urbanistes et les futurs urbanismes d'intégrer cette pratique, cette réflexion du changement climatique sur les villes du futur, et ça c'est un élément important. Et la deuxième question, c'est la question justement des quartiers précaires, c'est la question des égalités urbaines, et c'est véritablement comment arriver à stopper ce phénomène, ce processus de précarisation des habitants dans les villes en développement. Et c'est un croisement, je dirais, des deux aussi, parce que malheureusement, le changement climatique impacte d'abord les habitants des quartiers précaires, et donc on est véritablement là à un croisement où il va falloir encore, j'espère, à Habitat 3, mettre l'accent sur ces bidonvilles et sur cette lutte contre la pauvreté et contre la précarité et contre les disparités sociales aussi au sein des villes en développement. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à tous et toutes pour ces présentations fort intéressantes. Nous avons un petit peu de temps maintenant pour ouvrir les débats avec l'ensemble de la salle. Et donc, vous pouvez sans hésiter poser vos questions. Je ne sais pas si déjà des personnes souhaitent réagir. Poser autant des questions transversales à ces présentations, ou peut-être de façon plus ciblée à l'une ou l'un d'entre eux. C'est toujours difficile d'avoir les premières questions. Alors, peut-être pour faire cette transition, évidemment, l'animateur a toujours sa question ou ses questions qu'il a préparées pendant qu'il écoutait attentivement les personnes parler. Mais je me demandais, en fait, en vous écoutant, surtout, Benjamin, ce que vous avez évoqué, en disant c'est un mode de vie quand même très particulier, comme de faire une thèse. Et je me demandais qu'est-ce qui fait finalement comme il y a encore là une fois beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans une thèse quand même? Quand on voit à la fois le mode de vie, la situation pas nécessairement évidente aussi de la pré-thèse, mais qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on y trouve de passionnant finalement ou d'intéressant finalement à mener cette démarche-là? Est-ce qu'on pense que c'est une erreur? Est-ce que l'une ou Bénédicte ou Stéphanie ou Benjamin, vous souhaitez peut-être répondre à cette question qui est pas une bonne question? Non, mais je vais juste vous passer la parole très rapidement, mais c'est vrai que faut être
au début, je pense qu'on n'arrive pas à véritablement voir la difficulté. Il faut être un petit peu naïf. Enfin, moi, c'est dans tout ce que je fais. Je suis un petit peu naïf au départ, et peut-être faussement naïf, mais ça m'aide à avancer aussi. Oui, je pense avoir un petit peu évoqué déjà ce mélange de hasard et de nécessité qui nous amène à ça. Voilà, j'insisterai donc de nouveau sur cette question un peu qu'on porte en soi et voilà, une sorte de problématique qu'on doit absolument affiner. Et après, c'est vrai que c'est un mode de vie particulier. Il faut financer un doctorat. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais moi, c'était un bricolage permanent. Une bourse de DEA, une bourse de fin de thèse, voilà, travailler en même temps. Enfin, c'est sûr que c'est une période de la vie particulière, mais aussi, oui, on vit autrement, on bricole. Mais c'est bien. Enfin, bricolage dans ma bouche, c'est un beau mot. C'est important. J'ai peut-être pas, mais peut-être vous voulez réagir aussi. Je pense aussi que la vie de la thèse, on ne l'appréhende pas pareil selon qu'on a déjà une expérience professionnelle avant ou bien qu'on ne l'a pas. Enfin, moi, pour ma part, j'ai enchaîné mes études avec la période de la thèse. Et donc, je pense qu'il y avait une part d'inconscience ou de folie, je ne sais pas, parce que je ne voyais pas non plus exactement ce que ça pouvait être la période de la thèse. Je ne savais pas, en fait. Donc je pense qu'il y a à la fois de l'enthousiasme et de la passion sur un sujet, et il y a aussi, je pense, une forme d'inconscience ou de naïveté, pour reprendre ce que dit Benjamin. Moi, j'irai un peu plus loin. Je pense qu'il y a un peu d'inconscience, ouais. Mais donc, je voulais quand même dire que c'est extrêmement formateur. Enfin, cette espèce d'autonomie intellectuelle que je disais rechercher, ça n'a pas de prix, quoi. Peut-être Franck, tu souhaitais poser une question. En tout cas, vous trois, vous êtes aujourd'hui à plus ou moins à différents degrés en situation d'expertise, dans certaines situations d'expertise, X ou Y. Et c'est lié évidemment au fait que vous avez fait une thèse, ou lié au fait que aussi vous avez une formation par ailleurs. C'est en situation d'expertise qui vous rapproche de l'action, d'une certaine manière. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, après avoir fait une thèse, plus sûr de votre expertise, ou moins sûr parce que justement la thèse, c'est le travail du doute? Alors, vous pouvez aussi utiliser, je crois, les micros. Oui, c'est sûr que plus on en sait, plus on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas. Donc, forcément, ouais, ça, dès qu'on démarre, on est confronté à ça. Excusez-moi, je ne sais plus. Oui, c'était par rapport à l'expertise et le rapport. Oui, peut-être pour ma part, c'était un peu différent au sens où la recherche que j'ai produite était plus, c'était des outils, mais peut-être moins directement, donc peut-être peu directement opérationnels pour des collectivités locales. Mais c'est vrai que donc j'ai plutôt été invitée pour ma part dans des milieux plutôt scientifiques, académiques. Bon, j'ai fait un peu un tour de France des écoles d'architecture, aussi des formations, des agences d'urbanisme. Enfin, c'est plutôt ce genre d'invitation que j'ai eu sur ce type de réflexion. Enfin, la question de l'étalement urbain, finalement, questionne beaucoup de monde, mais c'était une approche qui demandait en fait de réenvisager autrement les choses, de changer presque de modèle dans sa tête et de mode de pensée. Donc c'était une expertise par rapport à certains types de terrains, par rapport à certains acteurs, sauf les communes qui ont été mes études de cas. Donc ça, c'est une échelle locale qui était très demandeuse de voir quelle lecture j'avais pu avoir de leur propre territoire. Et encore aujourd'hui, en tant qu'enseignante où on travaille avec des collectivités locales, il y a une forte demande des projets qu'on peut faire avec les étudiants qui questionnent. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à l'échelle locale qui est intéressé par des approches un peu prospectives ou qui demandent un peu de réfléchir autrement par rapport au schéma qu'ils ont l'habitude de faire.
Alors moi, je vais faire une réponse de Normande. Je vais dire ni oui ni non, effectivement, parce que plus on en sait et moins on se rend compte, et plus on se rend compte effectivement de tout ce qu'on ne sait pas. Mais je crois que la question de l'expertise, elle est peut-être moins sur le fond que sur le cadre d'analyse ou des méthodologies de pensée et des manières de mettre des idées ensemble. Et de ce point de vue-là, on est peut-être un peu plus expert parce que on a acquis un cadre d'analyse et des connaissances qui nous permettent de poser les questions autrement ou de voir des choses que d'autres ne verraient pas ou poseraient pas de cette manière-là. Mais de manière générale, moi je trouve que sur les questions d'expertise, et moi j'aime bien toujours être justement à la limite entre la recherche et puis les opérationnels. Moi je suis toujours assez fascinée de l'expertise des gens du terrain, qui en général sur le fond, moi je trouve, ont beaucoup à nous apprendre, plus que l'inverse en fait. Moi dans toutes les interactions que j'ai pu avoir avec des acteurs du terrain, je pense qu'il y a une expertise de la recherche qui est au niveau du cadre de pensée et d'analyse, mais que l'expertise du fond, elle est aussi très très forte du point de vue des acteurs de terrain. Juste pour répondre, on est plus légitime finalement à dire qu'on ne sait pas et à ouvrir d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'un jeune professionnel a tendance à vouloir donner une réponse. Ayant fait une thèse, on peut dire je ne sais pas, mais ça peut être ça, et en ouvrant, comme dit Stéphanie, sur un cadre d'analyse, sur un cadre, sur d'autres éléments. C'est surtout ça qui est important, c'est de ne pas rentrer dans la caricature de l'expertise qui dit justement parce qu'il est expert, il doit donner une réponse. C'est d'ouvrir d'autres portes et justement de ne pas rester fermé à une réponse figée. Et je crois que c'est véritablement la question de la légitimité. Moi, je pense que, c'est vrai que ça nous apporte cette thèse une certaine légitimité, mais après, il ne faut pas en abuser. Question, oui. On parle de la thèse, mais la thèse est une des façons de faire de la recherche assez formalisée, qui passe par un cadre académique, avec maintenant des laboratoires, des écoles doctorales, des comités de thèse, bref, il y a tout un dispositif qui finalement oriente, construit ce type de travail. Alors dans ce prix thèse, on ne reçoit que ce qui est recevable, c'est les thèses doctorales francophones, on l'a pas dit. Quelquefois, il y a des passages bien sûr qui commencent à être en anglais ou dans d'autres langues. Donc on a un cadre, si vous voulez, de recevabilité de ces recherches, qui est aussi celui à peu près des universités et des laboratoires dans lesquels nous fonctionnons. Ma question, c'est est-ce que vos travaux auraient pu prendre, idéalement, d'autres formes que celles du doctorat? Est-ce que ça aurait pu être autre chose, des études, des enquêtes personnelles? Est-ce que ça aurait pu être affranchi, en fait, de tous ces dispositifs dans lesquels, finalement, se produit le système de recherche doctorale tel que nous le connaissons et que certains, d'ailleurs, considèrent comme une sorte d'archaïsme d'un autre âge? J'ai perdu mes idées du début. Je pense que il y a quelque chose du contexte du contexte doctoral qui est important. C'est paradoxal. À la fois, on est très autonome et on construit sa propre démarche, on construit sa question, etc. On est dans une toute autre forme de rapport avec le directeur de thèse que, je ne sais pas, un directeur de mémoire, par exemple. Et en même temps, il y a quelque chose, je pense, dans le contexte autour de soi qui tient, qui supporte et qui soutient et qui permet de tenir. Je sais pas. Je pense dans mon cas, on avait un groupe de doctorants qu'on a formé nous-mêmes, qui s'appelait le Petit Séminaire, et on était tous un peu au même stade, on était tous dans la même barque, et on se revoyait tous les mois, et chacun présentait son sujet aux autres, et c'est des moments vraiment importants parce qu'on est avec les pairs, qu'on se parle très simplement, et d'avoir ce regard des autres sur son travail, je crois que ça fait énormément avancer, et que s'il y avait eu que le regard une fois tous les 6 mois d'un directeur de thèse,
c'est peut-être pas suffisant ou c'est pas pareil en tout cas. Et aussi, a fortiori, si on devait le faire tout seul chez soi, juste par passion et par curiosité, voilà, sur des cartes. Enfin, moi, c'est sûr, c'est le type de choses que j'aurais pu faire par moi-même, juste par curiosité, de redessiner les cartes, de retrouver les vieilles voies de chemin de fer, etc. Il y a un côté un peu passion qu'on peut faire dans d'autres contextes. Mais le contexte de doctorat aide à tenir et aide à argumenter en permanence. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait avancer de devoir tout le temps exposer mes idées aux autres qui disent « Oh, mais on a déjà entendu ça plein de fois, ça par contre c'est particulier, ça c'est spécifique à la Belgique. » Enfin, je pense que les regards extérieurs sont très importants et le contexte de thèse nous oblige à en avoir, à se présenter, à être dans des séminaires doctoraux. On a besoin on a besoin de répondants. On ne peut pas faire ça tout seul en fait. Parce que ça m'intéresse cette question parce que en fait, je réfléchis, je me dis le thésard est-il un écrivain raté finalement? C'est-à-dire est-ce qu'on serait des écrivains qui auraient voulu faire un livre mais qui se sont donné un cadre méthodologique pour écrire quelque chose sur une réalité et l'analyser avec... voilà, peut-être ça, oui, peut-être moi j'aimerais faire un livre que je n'y arriverai certainement pas, mais voilà. Mais c'est intéressant, oui, on aurait pu plutôt dans ce cadre-là décrire une réalité et de l'analyser. Mais c'est vrai que la thèse donne, enfin je ne vais pas reprendre tous ces éléments, mais ça donne un cadre et une liberté encadrée qui est quand même forte et qui est quand même un élément qui nous fait aller au bout. Sinon je ne finirai pas mon livre. Voilà. J'avoue que moi, c'est une question que je ne me suis jamais posée, mais donc je ne sais pas très bien quoi répondre. Si ce n'est peut-être pour continuer sur l'idée de Benjamin sur la question de la liberté. Moi, je pense que... Alors, je reconnais tout à fait l'intérêt du cadre et de la nécessité de mettre en discussion ses idées, etc. Et moi, je trouve que ce qui est très formateur aussi dans la thèse, c'est d'être un peu tout seul avec son sujet. C'est-à-dire que c'est la dimension de liberté, justement. C'est l'autodiscipline, c'est le fait d'arriver à trouver des solutions soi-même aux problèmes méthodologiques et théoriques que pose notre objet de recherche et qu'on se pose soi-même. Et je trouve que c'est ça aussi la grande formation de la thèse, c'est aussi d'arriver à être capable de prendre en charge une recherche de A à Z avec ses propres outils, sa propre méthodologie, ses propres orientations théoriques et d'être capable de la mener du début à la fin. Donc je pense que c'est ça aussi le grand intérêt de la thèse dans la formation, il me semble. Alors, profitez-en, vous avez 3 spécialistes de 3 questions différentes sur la ville émergente, la planification des quartiers précaires et les altermobilités. Ça serait dommage de ne pas leur poser des questions sur leur sujet même de thèse. Alors, je suis désolée, je ne vais pas poser des questions sur le sujet lui-même, mais au niveau de Bénédicte, j'ai senti un besoin quasi vital de faire cette thèse, et puis peut-être une frustration maintenant de ne plus continuer la recherche. Alors, est-ce que ce senti que j'ai eu est réel ou non? Et dans ce cas-là, est-ce que ça va au-delà des questions du temps que l'on a, que l'on dispose, ou c'est les conditions aussi un peu de la reconnaissance de la recherche actuellement dans notre monde, qui veut de l'immédiateté, du résultat, de la performance à outrance, et qui oublie peut-être que la recherche, même en urbanisme, parce qu'elle c'est pas 2 et 2 font 4, là-dedans, dans ce domaine-là, on ne peut pas le comparer à d'autres sciences qui peuvent apporter éventuellement quelque chose de très concret, et donc de l'économique immédiate. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui fait que vous avez peut-être, j'ai l'impression, pas ce temps de faire de la recherche? Oui, donc pour la recherche aujourd'hui, une fois qu'on est maître de conf ou maître assistant en école d'architecture et que
qu'on veut continuer. Bon, il y a la question du temps par rapport à l'enseignement. Bon, ça j'en ai déjà parlé, tout simplement la charge horaire. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Bon, il faut une certaine disponibilité aussi d'esprit. Il faut arriver à dégager. On sait tous que c'est pas avec 3 fois 2 heures dans la semaine et que c'est mieux d'en avoir 6 pour pouvoir. Donc il y a des choses comme ça d'organisation. Il y a plein de raisons aussi après de vie familiale et tout ça. Mais peut-être une évolution plus générale que l'histoire personnelle. C'est la recherche. Enfin, il y a 2 formes de recherche en fait. Il y a les questions qu'on se pose soi-même sur lesquelles on a envie de continuer à travailler. Donc, celle dont je parlais tout à l'heure, par exemple, dans mon cas, les processus bottom-up, etc. Et du côté des concepteurs, bon, je pense qu'il y a un champ par là. Mais ça, c'est plus, je sais, ça s'appellerait une HDR. Enfin, si un jour il y a moyen de dégager un peu de temps pour ça. Après, il y a une autre famille de recherche qui est la recherche où qu'on essaye de financer, qu'on essaye de faire à plusieurs, qu'on essaye de faire avec le labo de recherche, dans mon cas, à l'école d'architecture de Lille, le LACT. Et donc là, il y a la question des acteurs institutionnels. Donc, je ne sais pas, c'est un exemple. On est en train de monter un interreg avec des partenaires belges, flamands, wallons et donc français, la communauté urbaine. Il y a je pense qu'on a plus de difficultés et moins de compétences peut-être, et plus de temps et plus d'énergie. Ça demande un savoir-faire de négociation, de rapport de force, d'arriver à monter un programme de recherche. Alors, attends, par rapport à si on l'a après, si on est là, c'est sur du velours, quoi. Ça, on sait faire. Mais je pense qu'il y a enfin voilà, j'avais envie de réagir à votre question en mettant ça sur la table. La difficulté aujourd'hui d'arriver à monter un programme de recherche ou une réponse à un appel d'offres dans les contextes, les financements européens, les financements, etc. Les ANR en France, c'est quand même des usines à gaz et ça demande des compétences colossales. Et là, par contre, c'est une question presque de personnalité ou je sais pas, où il faut faire du marketing. Mais donc voilà, j'aurais envie de répondre un peu sur ces 2 plans-là. Il y a la question du temps, il y a ses propres recherches à soi. Et puis, il y a des recherches qui sont des questions aussi passionnantes. Enfin, ce serait sur le transfrontalier et tout ça. Mais il faut une telle collection d'acteurs, d'accords, de ménager des susceptibilités, enfin tellement de choses que je pense qu'il y a une difficulté qui est là aussi. Oui, excusez-moi, j'avais une question que je voulais poser à chacune des lauréats. C'est est-ce qu'au cours de votre recherche, à un moment, vous avez été surpris parce que vous avez été trouvé, vous avez été étonné, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé trouver? Peut-être pas. Hein. Non, moi juste par rapport à ma recherche, c'était d'abord, en fait, je suis sorti de ma recherche en me disant il faut arrêter les projets de quartiers précaires. Et ça, je ne pensais pas du tout dire ça au départ de ma recherche, puisque je partais plutôt dans l'idée qu'il fallait faire plus de projets pour les quartiers précaires. Mais ça, c'est parce que j'ai changé ma focale, c'est-à-dire j'ai changé d'échelle d'analyse de la ville, j'ai changé de perception du phénomène, ce qui me permet de dire maintenant que je ne pense pas véritablement que les projets de restructuration précaire seront l'apanage pour résoudre le problème. Voilà. Et ça, je ne pensais pas le trouver, mais c'était pas véritablement en traitant les archives, ou c'était plus dans la réflexion. Disons que je n'ai pas trouvé la pépite, bien que j'ai cherché dans les archives belges, puisque je traitais Kigali, qui a été une ancienne colonie belge, et les archives de Douala. J'ai trouvé des belles photos, des choses comme ça qui m'ont passionné, des plans qui m'ont passionné, des gens qui m'ont passionné, des parcours qui m'ont passionné. Mais ça, c'était véritablement ce que je ne pensais pas trouver et ce que je ne pensais pas dire à l'issue de ma recherche. Moi, j'ai envie de raconter en fait un moment clé dans la recherche, et je crois qu'en fait, quand on discute un peu avec les chercheurs, tout le monde est passé par là. C'est le moment où en fait, on travaille déjà depuis soit des longues semaines, des longs mois, voire des longues années sur le sujet, et on poursuit quelque chose et on pense vraiment qu'on tient quelque chose, et puis tout d'un coup, on tombe
sur un article d'une personne qu'on n'avait jamais vue et qui dit exactement le truc que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est un moment très très dur. Et je crois que dans les moments clés de la thèse, il faut en parler. Et en fait, je dis ça souvent à mes étudiants en initiation à la recherche, c'est un moment où tout bascule et c'est le moment le plus important où on va finalement trouver soit sa propre approche et sa propre approche de la même question finalement. Donc il y a un moment où là, on déprime pendant quelques semaines, mois ou années, et puis après, on a le courage de le relire concrètement, cet article, et puis on se dit oui, mais en fait, non, il ne dit pas tout à fait ce que j'avais. Il y a quand même des trucs où... Et c'est là où les portes s'ouvrent. Et sinon, voilà, dans mon cas, je pense que la découverte, ça a été des sources, ça a été de voir qu'on pouvait, avec les archives du cadastre, maison par maison, parcelle par parcelle, qu'on pouvait reconstruire avec un peu de patience et quelques outils informatiques, mais on pouvait arriver à reconstruire la formation, le développement de cette ville, alors que jusque-là, je travaillais avec toutes les versions des cartes IGN qui ne montraient rien du tout. Et que voilà, c'est une sorte de découverte aussi de méthode qui a été pour moi importante, de se dire, ben, en procédant comme ça, en fait, je contourne l'absence de documents. Et ça, c'était, voilà, c'est peut-être pas un résultat, mais c'est une trouvaille en termes de méthode. Oui, alors je souscris tout à fait à la découverte de l'article qui raconte exactement la même chose, tout ça. Mais moi, je pense que les plus grosses surprises que j'ai eues dans mon cas sur la thèse, elles viennent plutôt du terrain. Quand on fait de l'analyse qualitative, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, c'est qu'on essaie justement d'aller chercher auprès des gens ce qu'on ne connaît pas. Et donc là, on a toute une série de surprises plus ou moins grandes, mais il y en a effectivement un certain nombre. Et moi, je voudrais juste en donner une dans le cas des analyses que j'ai menées sur les mobilités. Moi, en allant travailler sur mes altermobiles, là, je me disais spontanément, parce qu'on arrive toujours avec un peu quand même des idées sur ce qu'on va trouver, je me disais spontanément que ça allait plutôt être des gens qui avaient changé à un moment ou à un autre de leur vie de mode de déplacement. Et une des grosses surprises de mon terrain, ça a été de me rendre compte que la plupart des gens, enfin pas la plupart, mais un certain nombre de personnes que je rencontrais avaient en fait... montrait une continuité d'usage alternatif, que ce soit les transports en commun, le vélo ou même le covoiturage, depuis qu'ils étaient tout jeunes en fait. Et c'est ça qui m'a amené à me poser des questions sur les processus d'apprentissage en matière de mobilité quotidienne. Oui, une question... Merci beaucoup. J'ai une question pour Stéphanie par rapport à l'altermobilité justement. En fait, si j'ai bien compris, je crois que le terrain de recherche c'était Paris. Non, d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Mais je me demandais si le fait, en fonction de la ville qu'on va étudier, l'approche de l'altermobilité va être complètement différente. Du moins, par exemple, moi j'ai vécu longtemps à Grenoble et je pense que le vécu de l'altermobilité n'est même plus alter en fait. La mobilité en soi, enfin ce qu'on considère comme altermobilité ne l'est pas dans certains contextes. Et en plus, si on parle même de villes, je sais pas, au Danemark par exemple, voilà. Du coup, je me demandais quel était le terrain de recherche de votre thèse. Merci bien pour cette question. Merci pour votre question, c'est une excellente question effectivement. Donc justement le terrain c'était absolument pas Paris ni la région parisienne, justement parce que j'avais envie de questionner les normes d'usage et donc questionner les normes d'usage des modes alternatifs à la voiture à Paris et en région parisienne, ça me semblait pas être complètement cohérent. Donc j'ai travaillé sur 5 villes de France.